Du jouet aux applications domestiques et bien sûr dans l'industrie, les robots se voient confier de plus en plus de tâches. Et si ces robots pouvaient désormais apprendre? Un robot peut-il apprendre comme un enfant? Ou mieux, peut-il apprendre par lui-même? À Bordeaux, l'équipe Inria Flowers de Pierre-Yves Oudéier travaille en collaboration avec le projet Roban du laboratoire bordelais de recherche en informatique mené par Olivier Ly. Cette collaboration sur des problématiques d'apprentissage des robots a débouché sur des concepts novateurs. Cet apprentissage, il se fait d'une part effectivement par observation et par essai-erreur. C'est-à-dire que par exemple, quand on va apprendre un savoir-faire moteur, apprendre à se déplacer, apprendre à attraper un objet, apprendre à le manipuler de telle ou telle manière, eh bien, on va au départ faire des essais parce qu'on ne sait pas déjà le faire, donc on va essayer différents mouvements par exemple, puis on va regarder le résultat que cela produit, et puis au fur et à mesure des essais, on va s'améliorer. L'idée de nos projets, c'est de s'inspirer fonctionnellement de ce qu'on observe chez le vivant, mais pas de copier le vivant. On essaye plutôt d'extraire un certain nombre de principes, théorie en neurosciences, théorie en psychologie du développement, théorie en linguistique, et puis on les transforme en modèles opérationnels, formels, mathématiques et informatiques, qui par leur nature deviennent précis et à partir desquels on peut discuter. Et une fois que ces implémentations sont faites dans des robots, ces principes généraux, on peut les confronter à la réalité. Pour expérimenter ces modèles de l'apprentissage, et en particulier celui de la marche, une plateforme humanoïde originale a été conçue par Olivier Ly, en collaboration avec l'équipe Flowers, le robot Acroban. Le point de vue qu'on adopte est de ne pas se focaliser sur la précision mécanique, de ne pas se focaliser sur la puissance, mais de s'autoriser un peu tout dans sa conception. Élastique, caoutchouc, plastique, divers et variés. Le grand intérêt d'Acroban est d'expérimenter le rôle de la morphologie et le rôle des matériaux dans l'acquisition du contrôle de la locomotion. On fait tout, de la mécanique jusqu'au logiciel, jusqu'à des algorithmes de plus haut niveau, comme d'apprentissage. Bien sûr, on met au point les algorithmes d'apprentissage sur des simulations, mais ensuite, pour réellement apprendre des mouvements, il faut le faire sur le robot, puisqu'on n'a pas de modèle si précis que ça. Et donc, ça nécessite toute une infrastructure d'expérimentation, de mesures, etc. Et puis, un algorithme qui lui fait essayer, constater ses erreurs, les évaluer, et apprendre de nouveaux mécanismes par ce processus. Depuis cette interface sur la station, je fabrique les mouvements, je les conçois, je les règle, et puis je discute aussi avec le robot, plutôt je lui impose d'exécuter tel ou tel mouvement. Il y a quelque chose d'assez formidable qui se passe avec Acroban, c'est-à-dire que quand on met en interaction la structure mécanique de son corps, les synergies musculaires qui permettent d'envoyer un certain nombre de patterns de mouvements dans différentes parties de son corps, et puis la physique externe, il y a un phénomène d'auto-organisation qui se produit, c'est-à-dire de génération spontanée de structures, qui dans ce cas est une structure de mouvement, et une structure de mouvement équilibrée. Et si on le pousse, par exemple, eh bien, très spontanément, très naturellement, il va se remettre dans un état d'équilibre, bien que les logiciels à bord fasse des calculs relativement simples, relativement locaux dans son corps, sans modèle global de la dynamique et de la physique du robot. Donc voilà, il y a ces propriétés d'auto-organisation qui apparaissent spontanément. Avec le joystick, je lui donne des ordres de déclencher des mouvements. Bon, une fois que j'ai donné cet ordre-là, je ne me sers pas des manettes, hein. Une fois que j'ai donné cet ordre-là, eh bien lui, il est autonome et il joue son mouvement tout seul. En fait, la station, en fonctionnement, je veux dire en opération pour le robot, elle n'est pas réellement nécessaire. J'envoie juste des ordres pour dire mets-toi dans tel comportement, etc. Mais le cœur, en fait, du fonctionnement du robot, il est embarqué, en fait. On s'intéresse en particulier à l'apprentissage de la locomotion. Une réelle difficulté est d'évaluer ce qu'il faut apprendre. Il y a beaucoup trop de degrés de liberté, c'est un espace beaucoup trop grand à explorer. Donc on utilise des contraintes. Alors ces contraintes, on les matérialise en fabriquant, en concevant en fait des primitives motrices plus ou moins à la main. Alors quand je dis plus ou moins à la main, c'est-à-dire qu'on les règle à la main, mais on s'appuie sur des procédés de mesure un peu sophistiqués comme du motion tracking ou bien sûr des capteurs, etc. Primitive motrice, eh bien c'est un mouvement élémentaire. Un mouvement élémentaire
qui lui-même est la combinaison en fait, de plusieurs types de mouvements. Des mouvements qui sont décrits par des courbes qui vont décrire par exemple le mouvement d'une articulation en particulier ou la position d'un pied, la position du bassin, du centre de gravité, et des mouvements réactifs qui vont plus être des contrôleurs, qui vont servir par exemple à rester debout, à avoir une primitive motrice qui lui permet de s'équilibrer. Et si cette notion d'équilibre pouvait être mise en parallèle avec l'apprentissage de la marche chez l'enfant? On a suivi des enfants pendant 5 ans, en commençant au tout début de la marche, et en les suivant jusqu'à ce qu'ils aient 5-6 ans. Notre perspective était de travailler sur l'activité globale, c'est-à-dire on n'a pas fait d'EMG, on a travaillé essentiellement à partir d'une plateforme de force, c'est-à-dire des forces au sol, et pour essayer de comprendre justement comment se produit ce déplacement. L'enfant est confronté à une chose essentielle, c'est la gravité. Donc l'enfant doit apprendre à utiliser, non seulement à œuvrer contre la gravité donc pour pouvoir se maintenir, mais il doit apprendre à l'utiliser. Au tout début, l'enfant finalement fonctionne un peu comme ces robots, c'est-à-dire il fonctionne dans le plan latéral. Donc il a des tout petits pas et il passe d'un pied sur l'autre. En fait, la bascule se fait dans le plan latéral et non pas dans le plan antéro-postérieur. Et dans le fond, dans le plan latéral, il y a moins de degrés de liberté que dans le plan antéro-postérieur. Donc c'est aussi une façon de contraindre ces degrés de liberté. Autre question essentielle, comment conserve-t-on notre équilibre lors de la marche? Nous nous sommes intéressés en fait à la régulation des mouvements du tronc depuis une demi-douzaine d'années. Finalement, lorsqu'on entre dans un mode de déséquilibre, qui est la locomotion, comment se fait-il que le tronc suive le mouvement et ne reste pas derrière en quelque sorte qu'on ne se casse pas la figure? Quelle est la part du système mécanique seulement dans le maintien de l'équilibre versus un système de contrôle qui serait effectué par le système nerveux central? Et la robotique peut très clairement nous aider dans ce contexte-là, puisqu'il est beaucoup plus facile de séparer l'aspect purement mécanique et le contrôle neuronal. Cette démarche de l'apprentissage de la locomotion humaine peut-elle alors être similaire chez un robot? C'est encore une question relativement ouverte de comprendre précisément le rôle respectif de la dynamique passive, c'est-à-dire qu'en gros de la mécanique toute seule, et puis des commandes que peut envoyer le système nerveux. Avec Acroban, on va pouvoir faire des expériences dans lesquelles on va pouvoir faire marcher le robot en ayant véritablement les bras totalement libres, sans aucune commande motrice, et étudier à quel point ça permet une certaine efficience ou alors inefficience énergétique, à quel point le mouvement généré va partager les propriétés avec le mouvement des bras de l'humain qui marche. Et puis on va pouvoir ensuite faire des expériences avec ces bras dans lesquels par moment on injecte par exemple un petit peu de force et voir ce que ça change et à quel point cela match ou pas avec ce qu'on comprend de la locomotion humaine. Plutôt que ce soit l'homme qui soit obligé de plonger dans un univers numérique et de s'y adapter, l'idée de la robotique, c'est plutôt de faire sortir la technologie des ordinateurs, de la mettre dans le monde physique, réel et social, et que ce soit cette machine qui apprenne à interagir avec l'homme, avec ses moyens d'interaction naturelle. Alors qu'on montrait Acroban au grand public il y a peu, on s'est aperçu que cette capacité de toucher le robot, de le pousser un petit peu, de lui prendre la main et de le voir réagir à ces forces continues qu'on lui applique, provoquait une réaction émotionnelle très positive chez les gens qui interagissaient avec ce robot. La raison principale, c'est que c'est un robot qui n'a aucune cosmétique, qui est vraiment un tas de métal quand il est éteint. Et puis à partir du moment où on l'allume, on s'aperçoit que ces mouvements sont très biologiques d'une certaine manière. On n'a pas l'impression qu'ils sont générés par un ordinateur qui va lui faire des mouvements robotiques, mais plutôt que ces mouvements sont véritablement le fruit d'une interaction physique naturelle entre son corps et son environnement. À un moment donné, quelqu'un a pris les bras du robot alors qu'il dandinait des jambes et le robot a suivi spontanément. Et puis la personne a tourné, et puis le robot suivait dans la bonne direction et a retourné, il suivait dans la bonne direction. Et donc avec Olivier, on s'est regardé, on s'est dit mais que se passe-t-il? Parce qu'en fait, il n'y avait pas une seule ligne de l'algorithme, du logiciel, qui disait au robot « suis quelqu'un qui te prend par la main quand tu détectes une force à droite ou à gauche, etc. etc. » Il y a une sorte d'attracteur de ce système dynamique auto-organisé qui se crée, tel que le robot naturellement va suivre dans la direction dans laquelle on lui a levé les bras, même sans le tirer, juste en lui levant les bras comme ça et en le tournant. Une interaction, si on avait voulu la programmer avec une approche d'ingénierie plus classique, ça aurait été assez compliqué parce qu'il aurait fallu modéliser par exemple relativement précisément le comportement de l'humain en face du robot.
Ici, ce comportement n'est pas modélisé. Nul ne peut apprendre sans se mettre en déséquilibre, volontairement ou non. C'est quelque chose qui caractérise l'apprentissage de manière assez fondamentale. On ne peut pas apprendre à marcher si on ne tombe pas et si on n'est pas déséquilibré à un moment donné. Si on n'est jamais déséquilibré, c'est qu'on sait déjà s'équilibrer et qu'on sait déjà marcher. Et donc il n'y a pas d'apprentissage, par définition.